Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau fracas en Tunisie. Le président Kais Saied a limogé 57 juges qui l'accusent de corruption. Une décision controversée alors qu'il est accusé d'autoritarisme depuis qu'il s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021. La Banque africaine de développement lance un fonds fiduciaire d'une valeur de 300 millions de dollars pour le secteur de l'énergie en Afrique. Objectif affiché, aider les États à financer la transition énergétique qui est assez coûteuse. Et remise en selle du cheval en Libye, les traditionnelles courses et parades ont repris avec les festivals annuels après des années de suspension en raison des guerres civiles, une manière de renouer avec les racines ancestrales. Mais tout d'abord, le président sénégalais Macky Sall est en Russie depuis ce jeudi 2 juin en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, qu'il doit rencontrer ce vendredi. Le président de l'Union africaine est accompagné du président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. En plus de l'appel à l'accalmie dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis février dernier, le message du président Macky Sall est également axé sur la libération des stocks de céréales, dont le blocage en Ukraine affecte particulièrement l'ensemble du continent africain, le but étant d'éviter une crise alimentaire sévère. L'exécutif tunisien serre la vis. Le président Kais Saied a limogé 57 juges ce 1er juin qu'il accuse de corruption. Il les estime coupables de protéger des terroristes. Cette purge du système judiciaire est diversement appréciée près d'un an après qu'il se soit octroyé les pleins pouvoirs pour refaire le système politique national. Les précisions dans ce sujet d'Océane Kwasi. 57 juges révoqués en Tunisie. L'annonce a été faite ce mercredi 1er juin par le président Kais Saied. Ils sont accusés de corruption, de dissimulation d'affaires terroristes ou encore de collision avec les partis politiques. Parmi eux, des membres de l'ex-conseil supérieur de la magistrature tunisienne et des juges en charge du dossier, dits des services secrets. Il est inacceptable que les palais de justice soient devenus des lieux sans justice. La responsabilité et le devoir nous poussent à prendre une décision historique. On ne laissera pas le peuple tunisien et l'État tunisien dans cette situation. Cette décision a été rendue possible grâce à l'amendement de la loi qui régit le Conseil supérieur de la magistrature, l'autorité de tutelle de la justice tunisienne. Celui-ci précise que la révocation doit être affectée sur la base d'un rapport justifié par les autorités compétentes. À ce propos, le président Kais Saied affirme que le processus a été respecté. Nous avons donné de nombreux avertissements et occasions à la magistrature de se purifier. Nous ne pouvons pas purifier le pays de la corruption et du non-respect de la loi tant qu'une purification complète du système judiciaire n'est pas mise en œuvre. Un décret officialisant le limogeage des juges a été publié dans le journal officiel tunisien. Cette annonce intervient à quelques semaines du très attendu référendum constitutionnel prévu pour le 25 juillet prochain. Depuis que le président Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier, la Tunisie, berceau du printemps arabe, fait désormais l'objet de nombreuses incertitudes et inquiétudes dans son avenir démocratique. 300 millions de dollars, c'est le montant du fonds fiduciaire, c'est-à-dire des arrangements financiers que la Banque africaine de développement compte mettre à disposition de l'Afrique pour assurer la transition énergétique. Ce nouveau fonds sera consacré à la promotion des sources d'énergie renouvelables et à l'amélioration de l'accès à l'énergie. Le point avec Nathalie Mo. Le positionnement de la Banque africaine de développement dans l'accompagnement de la transition énergétique de l'Afrique se renforce. Le continent africain, riche de 12 900 milliards de mètres cubes, des réserves de gaz naturel et de 70% des approvisionnements mondiaux en cobalt, concentre 80% du déficit mondial d'accès à l'électricité. Un paradoxe contre lequel la Banque africaine de développement, la BAD, propose des solutions de financement sur mesure.
L'Afrique compte plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et environ 900 millions qui ne disposent pas d'énergie propre pour faire la cuisine. Par contre, l'Afrique regorge d'abondantes sources d'énergie renouvelable. Le droit à une transition énergétique juste est donc essentiel pour l'Afrique. En Afrique, le coût élevé de la transition énergétique oblige les États à recourir à des financements extérieurs, alors que les pays doivent attendre 2023-2025 pour recevoir les premiers envois de fonds des droits de tirage spéciaux d'une valeur annuelle de 100 milliards de dollars pour améliorer l'accès à l'énergie. Le plus grand fonds fiduciaire d'une valeur de 300 millions de dollars de la BAD se veut une réponse adaptée à ce défi. Des États ont pris l'engagement de fournir de l'électricité à des coûts très compétitifs, mais c'est une mesure dont le financement est assez lourd. Pour pallier cette difficulté, la banque a mis en place un fonds qui est d'ailleurs le plus important du genre dans le monde pour accompagner les pays, car rien ne sert de lancer des projets qui ne se convertiront pas à mégawatts sur le terrain. S'alignant sur les résolutions de la COP26, la BAD a fait de la transition énergétique et climatique l'un de ses enjeux majeurs pour l'année 2022. Mettant le gaz au centre de ses perspectives économiques pour le continent africain, l'institution financière prévoit une croissance de 7% à l'horizon 2021. Également dans l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé projette des chiffres optimistes pour l'Afrique. Les décès dus au coronavirus devraient diminuer de près de 94% cette année par rapport à 2021. Il faut rappeler que 2021 a été l'année la plus meurtrière de la pandémie sur le continent puisque la Covid-19 était la 7e cause majeure de décès juste après le paludisme, alors qu'en 2020, le virus était la 22e cause majeure de décès dans la région. Malgré cette étude encourageante, l'OMS appelle l'Afrique à la prudence et invite les pays du continent à être prêts à faire face aux dangers des nouveaux variants. Le Rwanda ambitionne de numériser tout son système de santé d'ici 2024, un projet du gouvernement qui entre dans le cadre de la modernisation des hôpitaux, le but étant que chaque patient ait une identité numérique afin d'améliorer les prises en charge. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. À l'occasion du lancement du Symposium sur la recherche et les politiques en santé 2022, le Rwanda a annoncé dans les prochains mois la numérisation de l'ensemble de son système de santé d'ici 2024. Un projet qui, selon l'exécutif, permettra de donner une identité numérique à chaque patient pour améliorer les services de santé. Selon le secrétaire permanent du ministère de la Santé, Zaché Iyakaremie, l'objectif est d'avoir toutes les informations sur les patients en un seul endroit et de les numériser tout en mettant fin à la paperasse. Le but est d'introduire le processus tout entier de suivi sanitaire, de l'enregistrement du patient, incluant la consultation jusqu'à la décharge. Par ailleurs, les pharmaciens communautaires seront également intégrés et auront un lien pour voir les précédentes prescriptions médicales faites par les autres docteurs, car rencontrer le patient et lui assurer un meilleur suivi. D'après une précision des autorités médicales, au Rwanda, les patients sont encore tenus de porter des registres médicaux physiques. Plus de 400 des 513 établissements de santé du pays disposent d'ordinateurs qui peuvent aider à stocker les données des patients. À cet effet, le gouvernement a lancé la numérisation des données médicales dans les hôpitaux de districts régionaux et de référence. Cependant, il reste encore des milliers de carnets médicaux papier en attente de numérisation. Être à même d'obtenir tous les dossiers médicaux de toutes les cliniques où est passé un patient permettra d'apporter un niveau de précision plus clair aux médecins sur l'état d'un patient. Soulignant que dans sa phase initiale, le projet coûtera environ 12 millions de dollars américains avec des coûts totaux prévus à 34,3 millions de dollars américains à long terme. Ce projet de numérisation du système de santé selon les autorités s'aligne sur le plan stratégique One Health 2 du pays sur la période 2019-2024.
Le cheval fait partie intégrante du patrimoine culturel de la Libye, mais les traditionnelles courses et parades de chevaux ont été suspendues depuis une dizaine d'années à cause des guerres civiles. Toutefois, l'organisation des festivals annuels ont repris à travers le pays en vue de préserver les racines ancestrales qui se transmettent d'une génération à l'autre. Un sujet d'Océane Kwasi. Dans la ville de Misrata, située à 200 km de Tripoli, les cavaliers et leurs chevaux ornés de joyaux traditionnels se préparent à une course rythmée. Cet événement baptisé le Mez trouve ses racines dans l'histoire libyenne. Ici, un seul objectif, maintenir en vie une tradition ancestrale dans ce pays qui a longtemps été perturbé par des conflits sanglants. Aujourd'hui est le jour idéal pour le jockey, le cheval et tout le reste. Nous préparons les chevaux et nous nous assurons qu'ils sont harmonieux. Nous les habillons avec les meilleurs vêtements. Nous aimons avoir le même costume traditionnel pour le cavalier et le cheval. Le plus important est d'être assortis les uns avec les autres. À quelques kilomètres plus loin, à Zliten, une ville côtière de la Libye, c'est l'élevage de chevaux qui est au centre des activités. Dans la culture libyenne, cette pratique représente plus qu'une passion, c'est également un style de vie qui se transmet de génération en génération. Mon amour pour les chevaux est immense. Je l'ai hérité de mon père et je l'ai transmis à mes enfants. Quand le cheval se sent bien, je me sens bien également. S'il ne dîne pas, je ne dînerai pas. Et s'il tombe malade, je serai aussi malade. Je souhaite que tous les jeunes s'intéressent aux chevaux parce qu'il n'y a rien de mal avec cette passion. C'est même mentionné dans le Coran. À ce jour, l'élevage, les courses de chevaux et même les ventes aux enchères sont synonymes de fierté pour les Libyens. En particulier le Mez, spectacle emblématique qui est célébré à plusieurs occasions, notamment lors des mariages. Malgré les interruptions successives des événements culturels dus aux conflits armés, la fédération hippique libyenne continue d'encourager les activités sportives et les événements folkloriques dans tout le pays. À la page sport, les éliminatoires de la CAN 2023 ont débuté ce mercredi 1er juin. 48 équipes s'affronteront pour participer à la phase finale qui se tiendra en Côte d'Ivoire dès juin 2023. Nous en parlons avec notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys, merci. C'est parti pour le rendez-vous de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Exactement, vous avez parlé du début des compétitions pour la phase finale, 23 juin qui se termine le 23 juillet. Alors il y aura 6 tours Gladys, 2 pour le mois de juin, premier et deuxième tour, 2 pour le mois de septembre, troisième et quatrième, et 2 pour le mois de mars 2023, c'est le 5e et 6e tour. Rappelons que le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus le mois dernier de ces qualifications pour ingérence politique. Alors les stades qui ont été retenus, je rappelle qu'il y a le stade olympique d'Ipembe dans la ville d'Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny dans la ville d'Abidjan également, le stade de Bouaké, à Bouaké bien sûr, il y a celui de Kourougo dans la ville de Kourougo, le stade de San Pedro dans la ville de San Pedro et le stade de Yamoussoukro dans la ville bien entendu de Yamoussoukro. Alors ce mercredi, c'était le coup d'envoi du premier tour. Y a-t-il eu des surprises? Alors disons, Gladys, c'est le Ghana qui démarre très fort avec les frères Ayou. Nous allons d'ailleurs voir les images de ce match contre Madagascar, 3-0. Et les buts, donc avec un premier débordement et la défense malgache qui a été perturbée, encaisse ce premier but de Mohamed Kudus en deuxième mi-temps et à la 53e minute précisément. Le deuxième but, eh bien, c'est un corner. Et les Ghanéens marquent grâce à Félix Afenagian 3 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 56e et à la 86e, la chevauchée d'Osman Boukari qui va tromper le gardien malgache, Rakoto Yasumbola. Et rappelons que Nicolas Dupuis est revenu à la tête de l'équipe de Madagascar après que justement la fédération ait éjecté Eric Rabesandratana. On passe au classement pour les groupes qui ont joué. Oui, alors tout d'abord, nous allons voir le groupe E et l'Angola qui bat la République centrafricaine sur le score de 2-1 sur le tableau que vous voyez sur votre écran et Ghana qui écrase Madagascar 3-0. Au classement, ce n'est que provisoire. Le Ghana est en tête avec 3 points ex-aequo avec l'Angola. Nous enchaînons avec le groupe J maintenant. Libye, Botswana 1-0 et carton de la Tunisie face à la Guinée équatoriale 4-0. La Tunisie et la Libye
sont ex-aequo avec 3 points. En groupe L, regardez, Mozambique, Rwanda, 1 but partout. Et Sénégal-Bénin, toujours dans le même groupe, eh bien, ça se jouera ce samedi 4 juin au classement ex-aequo Mozambique et Rwanda. Pour la suite, le groupe B maintenant. Ce vendredi, sachez qu'il y aura donc 2 matchs en groupe B, Togo, Eswatini et Burkina Faso contre le Cap-Vert. En groupe H, Comores, Lesotho et Côte d'Ivoire contre la Zambie. Et en groupe I, ce samedi 4 juin, Mauritanie-Soudan et RDC contre le Gabon. Bien entendu, il y aura d'autres rencontres pendant le week-end, Gladys. Et la Mauritanie, justement, qui change d'entraîneur en faisant appel à l'emblématique Samir Abdou, ancien sélectionneur des Comores. Oui, une équipe des Morabitoun qui veut briller grâce aussi à son président qui est là, M. Ahmed Yahya, qui travaille aussi au sein de la CAF, et c'est lui qui a fait venir Samir Abdou. Écoutez ce qu'il disait après le tirage au sort. Très bonnes équipes, hein, comme partout dans toutes les poules, mais pour nous c'est un groupe assez homogène. On sait que la RDC ça va être la grosse équipe entre guillemets, et c'est une sélection qui n'a pas fait une CAN et qui sera revanchard dans cette poule. Après on connaît le Gabon, hein, qui est une équipe de qualité avec des grosses individualités. Voilà, et puis Soudan aussi qui aura son mot à dire aussi, parce que Soudan aussi il ne faut pas l'enterrer. Voilà, c'est un groupe assez homogène, c'est à nous d'aller se battre, d'aller chercher une qualification, ça va être très difficile. Mais... Samir Abdou. Et puis en match amical, les États-Unis ont battu le Maroc donc sur le score de 3-0. Et puis sachez Gladys pour conclure que Rabat Madjer risque de gros soucis avec la justice algérienne pour escroquerie. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.